Bonjour à toutes mes petites gourmandises. Aujourd'hui, on va faire la prochaine vidéo qui est la vidéo sur les tumeurs de l'ovaire. Tumeurs d'ovaire, c'est quoi? C'est des tumeurs qui touchent les ovaires. C'est super, Haussmann, merci, tu nous as aidé. Donc aujourd'hui, avec gynécologie avec Haussmann, on va étudier ce que c'est les différents types de tumeurs de l'ovaire. On a les tumeurs borderline, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. On va commencer d'abord par les bénignes. Les bénignes, c'est quoi? C'est des tumeurs qui vont être pas très graves, pas super graves, sympathiques, très polies, très sympa. Bon bref. Les tumeurs bénignes, même si elles sont très sympas, elles vont avoir 4 différents types de complications. On va commencer par ça, comme ça c'est fait. La première complication, c'est la compression, ce qui a un caractère malin. Donc si on a une compression, même si c'est une tumeur bénigne, on va quand même vérifier que c'est pas une tumeur maligne. Donc en fait, à ce moment-là, on va devoir rechercher des thrombophlébite et en fait des thrombophlébite pelviennes par écho-doppler, si on a une masse qui est du coup pelvienne. Parce qu'en fait, la tumeur, c'est une grosse boule au niveau de l'ovaire qui va du coup avoir une compression sur le reste du corps. On va avoir des ruptures de kystes parce qu'en fait les tumeurs elles viennent de deux différents trucs. On a les tumeurs fonctionnelles et les tumeurs du coup organiques. Et les tumeurs fonctionnelles c'est surtout des kystes en fait. Et ces kystes là ils peuvent se rompre. Lorsqu'ils se rompent ça fait extrêmement mal. Mais ça fait extrêmement mal de manière paroxystique. Donc en fait on a mal pendant un instant, puis ensuite on n'a plus mal du tout. La prise en charge elle est chirurgicale, obligatoirement. En fait, c'est assez rompu, bah faut l'enlever. On fait une celluloscopie et on enlève. Le diagnostic différentiel c'est la GEU, donc on a des bêta-HCG à faire. Parce qu'en fait du coup douleur pelvienne brutale paroxystique, GEU ou rupture du kyste. L'hémorragie intrachystique par contre c'est autre chose, c'est une douleur brutale parce qu'en fait, au niveau du kyste, on a du coup eu une hémorragie. Il saigne quoi. Et en fait, à ce moment-là, la douleur elle est très brutale. Et en fait, on a une masse latéro-utérine. Donc, si on fait un toucher vaginal, c'est sur le côté latéral. Parce que c'est là où il y a l'ovaire. Et en fait, elle n'est pas ascensionnée. Genre, elle est latérale, mais elle remonte pas. Et la prise en charge ici, elle est symptomatique. C'est de l'antalgique et du repos en fait. On doit juste attendre que ça passe. Enfin, la torsion d'annexe, c'est une urgence chirurgicale, c'est super important de savoir. C'est surtout des kystes dermoïdes et du coup les endométriomes parce que c'est assez lourd mais pas énormément lourd, du coup ça a le poids parfait pour qu'on fasse une torsion. Et en fait, c'est une douleur qui est brutale aussi, mais là elle est non soulagée par les antalgiques et en plus elle est ascensionnée. En fait, là c'est bon. Doucher vaginal, douleur latéro-utérine qui est ascensionnée parce que l'ovaire il est plus haut en fait. C'est presque pathognomonique de la torsion d'annexe. Le traitement, c'est la celluloscopie, on doit enlever. Et en fait, si on est ménopausé, on doit enlever directement. Parce que si on a une torsion d'annexe alors qu'on est ménopausé, c'est pas fonctionnel, c'est probablement une tumeur. Comme on a ouvert le ventre, à partir de ce moment-là, on enlève. Ça y est, on fait pas la folle. Et en fait, dans les trucs, on a nausée, défense abdominale. Donc, on rappelle, la chirurgie, c'est la rupture et la torsion d'annexe. Là, on attend. Et là, ils sont rien dit de ce qu'on fait, donc je peux pas vous aider. L'épidémiologie, c'est quoi? C'est qu'on a dans les tumeurs de l'ovaire qui sont bénignes, 15% des femmes ménopausées vont avoir des tumeurs et 7% des non ménopausées. Le facteur de risque, c'est le tamoxifène, le truc qu'on donne pour le cancer du sein pour le traitement hormonal, et la COP. La COP, c'est quoi? C'est la contraception œstroprogestative qui va être un facteur de protection, FDP, des tumeurs de l'ovaire parce qu'en fait, la COP, elle va donner des œstroprogestatives et elle va empêcher l'ovulation. Et en empêchant l'ovulation, on va diminuer les kystes ovariens fonctionnels parce que du coup, ils ne fonctionnent plus. Et en plus, on va diminuer les tumeurs ovariennes malignes qui vont être plutôt dues au fait qu'il y a des lésions pour éjecter l'ovule. En anatomopathologie, on a du coup les deux types de kystes, comme je vous l'ai dit. Les kystes fonctionnels qui disparaissent spontanément, c'est les kystes du corps jaune, ou kystes lutéaux, on les appelle de deux manières différentes, ou les kystes folliculaires. Ceux-là, vraiment, on s'en fout, c'est toujours bénin. Les tumeurs organiques, par contre, elles peuvent être malignes. C'est soit épithélial, soit germinal. Germinal, du coup, ça te donne des tératomes, et épithélial, bon, c'est juste une tumeur. L'interrogatoire, on fait comment? On lui demande des facteurs de risque. Est-ce que vous prenez du tamoxifène? Est-ce que vous êtes ménopausé? Est-ce que vous êtes pas ménopausé? Voilà. Et aussi, on lui demande la douleur. Comment ça fait mal? Les gènes, la pesanteur? Est-ce qu'il y a une augmentation du volume? Est-ce qu'il y a des signes compressifs? Ici, tac, tac, tac. Et est-ce qu'il y a des troubles du cycle? Ensuite, on fait l'examen clinique. On fait une palpation abdominale pour voir s'il y a une
masse pelvienne, donc caractère malin. On regarde avec le spéculum si on voit des tumeurs cervicales, logique, des lésions vaginales ou des saignements qui peuvent expliquer les métrorragies qui peuvent être là. On va faire un toucher vaginal pour voir la masse latéro-utérine et regarder si elle est ascensionnée ou pas. Parce que masse latéro-utérine, du coup, comme on l'a dit, ça peut être une hémorragie intrakystique, ça peut aussi être une torsion d'annexe lorsque c'est ascensionné. La toucher rectale, il permet de voir si on a des tumeurs rectales ou si on a des signes de compression ou d'envahissement au niveau rectal, que la tumeur est passée des ovaires au rectum. La palpation des aires claviculaires, ganglionnaires au niveau claviculaire, susclaviculaire et inguinal nous permet de voir si la tumeur elle est invasive ou métastasique. Et la palpation du sein, parce que comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, lorsqu'on a un cancer gynécologique, à part pour le col de l'utérus qui est surtout dû à l'HPV, tous les autres ils sont plus ou moins hormonodépendants. À part du coup le col de l'utérus, et quand ils sont hormonodépendants, ça veut dire qu'ils sont sur le même terrain. Le cancer de l'ovaire, il est pas vraiment hormonodépendant, en fait c'est indirect. Les hormones vont permettre à l'ovule de faire d'éjecter des ovules, et lorsqu'il éjecte des ovules, il se déchire. En se déchirant, ça donne plus de risque d'avoir des cancers de l'ovaire qui sont des vrais cancers. Et au niveau hormonal pour les tumeurs bénignes, c'est que lorsqu'on a des hormones, en fait, on va avoir des cycles. Et lorsqu'on fait des cycles, on va du coup avoir des kystes lutéaux qui sont du coup des corps jaunes. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça nous explique que les hormones vont donner euh, quoi faire à l'ovaire pour faire des cancers. Et en fait, les hormones, on se rappelle très bien que ça donne aussi cancer de l'endomètre pour l'œstrogène et cancer du sein pour les hormones en général. Maintenant, les examens complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imagerie ou... Ouais, voilà, c'est de l'imagerie. Bon. L'imagerie, c'est une écho pelvienne. Elle nous permet de voir la taille, si c'est bilatéral, la localisation, la forme et l'écostructure. La vascularisation, et il nous permet aussi de voir s'il y a une acide. La vascularisation, c'est important parce que comme ça, on peut savoir si c'est une tumeur fonctionnelle ou une tumeur du coup organique. Et ça nous permet aussi de voir la malignité qu'on va voir plus tard. Au niveau des kystes fonctionnels, pour l'échographie, c'est uniloculaire, donc c'est un seul, et c'est liquidien, comme je vous ai dit. Donc c'est hypoéchogène. Le kyste organique, par contre, il y a des cloisons. Cloison comment? Ça veut dire qu'en fait, il va avoir plusieurs, voilà, il va avoir plusieurs parties, plusieurs secteurs. La paroi, elle est épaissie et il va être hétérogène. Hétérogène parce que du coup, il y a des cloisons. Il va être irrégulier et il va être vascularisé, comme je vous ai dit. Vascularisation permet de voir la différence. Pour le cancer, du coup, lorsque la tumeur elle est maligne, c'est bilatéral. Les deux envers sont touchés et des végétations, carrément. Il y a une acite parce qu'en fait, ça va commencer à atteindre le reste des parois et ça va donner une acite. Et il y a une adénopathie pelvienne, parce que du coup, ça va faire un envahissement qui va passer par les ganglions. Donc adénopathie pelvienne. Enfin, on va aussi pouvoir faire un examen biologique. L'examen biologique, du coup, c'est les bêta-HCG qu'on va chercher, parce que du coup, c'est un diagnostic différentiel de la torsion d'annexe, par exemple, ou des kystes. Et c'est la GEU. On va aussi faire le CA125, puisque comme on l'a vu dans une autre vidéo, ça nous permet de voir s'il y a une carcinome péritonéal. Le CA199 aussi, l'HE4 qui permet de faire le score ROMA. On va voir les tumeurs. Pour les tumeurs germinales surtout, on fait la alpha-fétoprotéine, la bêta-HCG et la LDH. Ça, c'est ce qui nous permet de voir si c'est des tumeurs germinales, et on fait surtout pour les adolescentes. Les tumeurs de la granulosa, on fait l'IMIBNB et la MH. Ça nous permet de savoir si c'est le type de la tumeur, quoi. Voilà, ça c'était pour les tumeurs qui sont bénignes. Pour les tumeurs borderline, c'est entre bénignes et malignes. Elles ont d'excellents pronostics. Et en fait, il y a 10 à 20% des tumeurs qui sont comme ça. Voilà. Fin de la tumeur borderline. Maintenant, on fait le dernier type de tumeurs qui sont les tumeurs malignes. L'épidémio, c'est que en fait, on a une très mauvaise survie parce qu'on les retrouve très tard, dans 75% des cas. Le facteur de protection, c'est la COP, comme j'ai dit tout à l'heure, la grossesse qui permet de diminuer les cycles, la ligature des trompes qui permet de diminuer les cycles aussi, l'allaitement qui permet de diminuer les cycles, la syringectomie, encore une fois, diminuer les cycles. Le facteur de risque, c'est le gène, c'est génétique à 10%, c'est-à-dire que BRCA1 et BRCA2, ils vous donnent beaucoup de risques d'avoir un cancer. BRCA1, c'est 60% et BRCA2, c'est 30% de chance, si vous l'avez, d'avoir un cancer de l'ovaire. Elles ont de meilleurs pronostics au niveau de la survie parce qu'elles sont très chimiosensibles. Donc ça, c'est cool. Mais après, c'est pas cool parce que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des cancers. L'annexotomie prophylactique, si on a BRCA1 ou BRCA2, elle est proposée à partir de 40 ans. Le syndrome de Lynch, lui aussi, permet d'avoir le cancer. On le voit par rapport à si on a un cancer colorectal ou de l'endomètre. En fait, le syndrome de Lynch, c'est un syndrome qui nous donne beaucoup de cancers. Colorectal, endomètre, ovaire. Les antécédents familiaux, si vous en avez, vous avez 10% de chance de plus d'en avoir. Et le facteur qui augmente les nombres de cycles ovariens. Donc, tous les facteurs, genre hormonal, etc.
La TMH, du coup, elle augmente le nombre de cycles ovariens, enfin, elle augmente l'oestrogène, la progestérone, etc. Le tabac et l'amiante. Voilà. Les facteurs pronostiques, FP c'est pronostic, FDP c'est de protection, c'est l'histologie, le grade, la réponse à la chimiothérapie, l'âge et l'état général. Au niveau anatomopathologique, on a les tumeurs épithéliales qui sont soit des adénocarcinomes séreux, soit mucineux. Les tumeurs germinales qui sont chez les patientes jeunes, c'est ce qui va donner les tératomes, et les métastases ovariennes, c'est-à-dire que en fait, c'est autre chose qui a donné une métastase dans les ovaires. L'examen clinique, c'est une augmentation du volume abdominal. En fait, le ventre il va augmenter. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une ascite. Ou alors tout simplement que la masse de l'ovaire a augmenté. Donc douleur, pesanteur pelvienne, acide, constipation, parce qu'en fait c'est très compressif. C'est pour ça que là, la compression par rapport à une tumeur bénigne qui est grosse, ça donne beaucoup un caractère malin, parce qu'en fait si on a une inflammation, etc., ça donne la même chose. Et aussi la tumeur, lorsqu'elle est grosse, la plupart du temps elle est maligne. Bref, on palpe aussi l'anus, le sein et les ganglions pour chercher des masses, parce que du coup, comme je vous ai dit, ça peut envahissement, métastase, etc. Et en fait, on cherche aussi des signes de dénutrition, des comorbidités, parce qu'en fait, l'état général est très important dans les cancers. Les examens complémentaires, c'est une échographie, une IRM, une TDM, TEP-TDM, marqueurs tumoraux, imagerie, endoscopie, tout ce qui est très imagerie. Donc on explique ce que c'est. L'échographie, elle nous permet de voir si c'est malin, grâce à, comme on l'a dit, ici, les critères de malignité. Bilatérale, végétation, acide, adénopathie pelvienne. Donc ici, on regarde si c'est malin, si c'est bilatéral, s'il y a des végétations, si c'est un exokyste, s'il y a une acide, une carcinose, une adénopathie, une masse pelvienne. Ça nous permet de savoir si c'est malin. L'IRM abdominopelvienne, elle nous permet de donner l'ORAD, donc une échelle. Si on est à 4 ou 5, c'est très suspect. La TDM thoraco-abdominale, abdominopelvienne, elle nous permet de chercher une extension pleurale et du coup chercher la primitivité. Est-ce qu'il y avait des tumeurs au niveau du poumon? Donc la tumeur du poumon peut donner du coup une métastase de l'ovaire, ou est-ce que c'est l'ovaire qui a métastasé dans les poumons? La TEP-TDM ou 18-FDJ, c'est pour savoir s'il y a des métastases, c'est un bilan d'extension. Marqueurs tumoraux, comme on l'a dit, HE4, ACE, CA19, 9 et CA125. Enfin, vous faites une imagerie mammaire parce que du coup, c'est sur le même terrain, et une endoscopie digestive. La prise en charge, c'est que le diag ne peut pas être obtenu en préopératoire. Pour avoir le diagnostic, il faut mettre la main à la pâte et aller en cystoscopie. En fait, ici, ça vous donne des suspicions. Mais si vous ne faites pas une biopsie, vous ne pouvez pas savoir. Donc, il faut faire une cystoscopie. Et du coup, en amont du traitement, ce que vous pouvez faire, c'est du coup la biopsie avant la chimio. Et après, vous regardez au niveau du microscope, vous faites une étude de l'histologie, une gradation, la localisation, cytologie et le critère FIGO, comme on fait pour le cancer de l'endomètre, il me semble. La génétique, on cherche systématiquement les gènes BRCA1 et BRCA2 parce que contrairement aux tumeurs du sein, c'est très 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 impliqué là-dedans. Voilà, merci à toutes mes petites gourmandises de m'avoir écouté. On passe pour la prochaine vidéo.